Bonjour, j'ai le plaisir d'avoir plusieurs invités ici ce matin en compagnie du député de Mercier, Amir Kadir, et de moi-même, des personnes qui sont venues soutenir le projet de loi présenté par Québec solidaire à propos de Pharma-Québec. Donc, je vous les nomme dans l'ordre où ils interviendront. Monsieur Jean-Claude Saint-Onge, auteur des ouvrages L'envers de la pilule et les dessous de l'industrie pharmaceutique, qui est en quelque part celui qui a inspiré le projet de loi de Québec solidaire. Amir Kadir, bien sûr. Mélanie Rioux, de l'Union des consommateurs, qui est très intéressée par l'idée d'un régime public d'assurance médicaments. Monsieur Robert Laplante, directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC, qui va nous parler de la règle des 15 ans, et Jean-Martin Hossan, chef d'Option nationale, qui va nous faire état des avantages économiques de Pharma-Québec. Je rappelle que ce point de presse a lieu au moment où le ministre des Finances nous dit chercher de nouveaux revenus pour pouvoir remplir les engagements du gouvernement actuel. Nous lui en proposons quelque chose de faisable, de simple, de concret, et nous allons le démontrer. Monsieur Kadir. Monsieur Saint-Onge, excusez-moi. Merci de m'avoir confondu, vous, Amir. Il y a quelques années, en 2004, en fait, j'ai publié un bouquin qui s'appelle L'envers de la pilule. Et je ne sais pas si, comme moi, mais vous avez probablement fait le saut quand vous êtes allé à la pharmacie pour payer votre facture. Alors, je me suis interrogé, effectivement, je veux dire, sur les raisons pour lesquelles les médicaments étaient si chers ici. Et en fait, quand on regarde ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, l'évolution, finalement, des coûts en médicaments a été 3 fois plus rapide que celle pour les hôpitaux et les médecins. Alors, de sorte qu'aujourd'hui, finalement, je veux dire, un des éléments les plus importants de la facture de la santé, ce sont les médicaments. C'est 20 des dépenses en santé, alors qu'il y a quelques années, c'était 6 Et j'ai commencé à fouiller, à questionner les choses. Je me suis aperçu que dans la plupart des pays comparables aux nôtres, comme la France, l'Italie, etc., je veux dire, le prix des médicaments était beaucoup plus bas. Et j'ai sursauté une nouvelle fois quand je suis tombé sur l'exemple de la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, finalement, grâce à un organisme d'achat public qui s'appelle Pharmac, les Néo-Zélandais payent leurs médicaments 2 fois moins cher que nous. Et comme vous le savez, la facture des médicaments au Québec, c'est environ 8 milliards de dollars. Alors, comme je suis un éternel optimiste, avec parfois des rechutes, imaginez-vous ce qu'on pourrait économiser, les sommes absolument fabuleuses qu'on pourrait économiser avec un organisme comme Pharma-Québec. Alors, et là-dessus, je laisse justement la parole à Amir, qui va vous en parler un petit peu plus en détail. Alors, bonjour tout le monde. Je suis heureux d'avoir déposé en Chambre aujourd'hui même le projet de loi Pharma-Québec pour une 2e fois au cours de ces 4 dernières années. Je suis surtout heureux de savoir aujourd'hui que le Pharma-Québec, l'idée d'une entreprise qui négocierait de manière centralisée l'achat et les prix des médicaments au Québec, maintenant recueille quand même pas mal d'appui et fait de plus en plus consensus. Il y a un autre parti sur la scène québécoise, Option nationale, qui s'en fait aussi le promoteur. Il y a plusieurs associations de la société civile, y compris l'Union des consommateurs, les médecins québécois pour un régime public, la Fédération des infirmiers et des infirmières du Québec. Donc, il y a une série d'organisations sociales aussi qui commencent à s'apercevoir qu'il y a de bonnes pratiques à l'échelle internationale, des bonnes pratiques à l'échelle du Canada également. On pense à l'Ontario, on pense à la Colombie-Britannique, qui consiste à dire, puisque l'État, c'est-à-dire comme le gouvernement du Québec, assure une bonne partie de la population, puisque l'État, en fait, pourrait même économiser en assurant l'ensemble de la population du Québec. C'est ce que propose l'Union des consommateurs et plus de 200 organisations québécoises. C'est un formidable outil entre les mains du gouvernement pour économiser en négociant de manière centralisée les prix des médicaments. C'est la bonne pratique maintenant répandue donc à partir de la Nouvelle-Zélande dans d'autres pays. L'Angleterre, la Belgique et la France comptent le faire prochainement également. Donc, Pharma-Québec, c'est ni plus ni moins d'abord l'idée que l'État québécois qui assure 40% de sa population, qui pourrait même en assurer la totalité si on fait comme l'Union des consommateurs et plusieurs autres organisations le proposent, pourrait donc
assurer l'ensemble de la population, peut dire aux compagnies pharmaceutiques, écoutez, je vous achète pour des milliards de dollars en médicaments chaque année, vous allez m'offrir des réductions. Ça, c'est une première des choses. Pharma-Québec va un peu plus loin en disant qu'on a connu des ruptures de médicaments au cours de ces dernières années. Il y a un certain nombre de médicaments, des génériques, qu'on pourrait produire à plus faible coût. J'ai donné l'exemple en chambre tout à l'heure pour l'amlodipine, un médicament vraiment de base et très répandu, le Norvasc, pour le cœur. D'accord? Ce médicament qui est vendu à 3,4 sous en Nouvelle-Zélande, ici au Québec, la RAMQ rembourse 54 sous. Il n'y a aucune raison pour ça. Il n'y a aucune raison autre que l'absence d'une volonté de la part du gouvernement de se tenir debout devant le lobby des pharmaceutiques. J'en arrive au lobby des pharmaceutiques et ma déception immense à la réponse, devant la réponse qu'a offerte le ministre de la Santé, à qui je me suis adressé d'abord comme ami, ensuite comme collègue, pour lui dire, Monsieur le ministre, puisque vous vous apprêtez à faire des économies dans le domaine de la santé, plutôt que de les faire en coupant dans les chirurgies, en coupant dans la rénovation des hôpitaux, comme ça a été annoncé et entendu, plutôt que de faire ça, pourquoi ne pas faire la même chose que la Nouvelle-Zélande? Pourquoi ne pas adopter des bonnes pratiques en matière de gestion des fonds publics? Ça pourrait représenter pour le Québec, on l'a démontré, l'IREC l'a démontré, l'Institut de recherche en économie contemporaine, entre 1 et 2 milliards de dollars d'économie. Alors, au lieu de couper dans les urgences, au lieu de couper dans les chirurgies, pourquoi ne pas mettre fin aux privilèges indus de multinationales pharmaceutiques? J'ai été excessivement déçu parce que le ministre du PQ, M. Régent Hébert, m'a servi exactement la même réponse que l'ancien ministre libéral, M. Yves Bolduc, venant d'un ministre que j'estime, venant d'un docteur qui s'est porté au cours des dernières années à la défense du régime public. Ça m'inquiète beaucoup de voir que si rapidement il a plié devant le lobby de l'industrie pharmaceutique. Madame Rioux. Bonjour, Mélanie Rioux, représentante de l'Union des consommateurs. Donc, effectivement, l'Union des consommateurs mène depuis 2009 une campagne d'appui en faveur d'un régime d'assurance médicaments entièrement public. Jusqu'à maintenant, l'Union a recueilli au-delà de 260 lettres d'appui d'organismes communautaires, d'organismes syndicaux, experts, etc. Donc, ce sont tous des groupes qui sont en appui derrière l'Union. Pourquoi un régime d'assurance médicaments entièrement public? Pour l'Union, effectivement, d'une part, ça permet d'abolir finalement les iniquités qu'on vit présentement dans un régime hybride d'assurance médicaments publics-privés. Et selon l'Union des consommateurs, il est aussi grand temps de prendre le dessus sur le contrôle des coûts des médicaments. Donc, pour l'Union des consommateurs, le projet de Pharma-Québec tombe à point. On trouve que c'est très pertinent de mettre un tel projet sur pied pour finalement aller trouver finalement l'argent où elle est. Donc, on trouve que c'est vraiment l'idée d'économiser. Pour nous, c'est le point majeur au cœur de tout ça. Donc, le fait qu'on a perdu le contrôle sur les coûts, pour nous, c'est une urgence d'agir à ce niveau-là. Donc, l'Union des consommateurs souhaite que le projet Pharma-Québec soit appelé pour être étudié en assemblée, éventuellement. Et on souhaite que le gouvernement ne fasse pas la sourde oreille, comme la dernière fois, à propos d'un projet qui pourrait permettre d'économiser des milliards. Merci. Merci. Monsieur Laplante. Bonjour. L'Institut de recherche en économie contemporaine est particulièrement préoccupé de l'état des finances publiques et surtout des recherches de solutions qui pourraient nous permettre d'éviter de réduire la qualité des services et la qualité de la protection sociale que nous offrons à l'ensemble des citoyens. Et c'est dans cette perspective que nous avons abordé la question des médicaments brevetés et de la règle dite des 15 ans, qui consiste au fond à accorder une prolongation de la protection des brevets et surtout du privilège de l'inscription sur la liste des médicaments, qui fait en sorte que les achats faits par
les établissements publics et par l'instance de remboursement des médicaments, privilégie le médicament de marque sur le médicament générique moins cher pendant une période beaucoup plus longue. Et cette mesure est en réalité une mesure de confusion. Pourquoi? Parce que c'est une politique industrielle qui vient s'imbriquer dans une politique de santé publique. Or, les objectifs de politique industrielle qui étaient poursuivis à l'époque où cette mesure a été adoptée visaient à soutenir le développement de l'industrie pharmaceutique dans la région de Montréal en particulier, visaient à soutenir l'effort de recherche et développement. Or, au cours des années, cette politique est devenue de plus en plus inefficace. Pourtant, ces coûts ont continué de croître. En fait, en 10 ans, le crédit d'impôt relié à la mesure de la règle des 15 ans s'est multiplié par 15. Les coûts sont passés de 9 millions à plus de 158 millions chaque année. Et pourtant, les emplois dans le secteur pharmaceutique ont littéralement fondu dans le domaine de la grande entreprise. C'est plus de 2000 emplois de très haut niveau qui ont été abandonnés dans la région de Montréal. On a assisté à une réduction importante du nombre d'entreprises. Et cette mesure, donc, ne réussit pas à atteindre les objectifs qu'on lui avait définis. Et si on la conjugue, cette mesure, aux autres crédits d'impôt qui ont été octroyés dans le cadre de cette politique industrielle à l'endroit de la recherche et développement menée par les pharmaceutiques elles-mêmes, menée par les industries de biotechnologie liées à la santé, nous arrivons à des sommes faramineuses qui plombent notre régime, qui lui-même, parce qu'il est hybride, se situe en queue de peloton pour ce qui est de l'efficacité et des coûts de politique des médicaments. Partout dans le monde, les régimes hybrides coûtent plus cher. Il faut un régime universel et si nous combinons les économies que nous réaliserions avec un régime universel, mais surtout avec une politique industrielle qui serait découplée de la politique de santé, nos chercheurs ont estimé qu'il y aurait des économies potentielles de l'ordre d'environ $1 million, $1 milliard, ce qui est loin d'être négligeable en ces périodes difficiles. Mais au-delà de la simple et pourtant compliquée question comptable, il y a une nécessité de redresser l'action de l'État. Il faut une politique cohérente. Et le mélange des genres en ces matières, s'il a déjà été fructueux, ne l'est plus du tout. Nous payons maintenant pour l'inefficacité d'une politique industrielle déficiente. C'est la raison pour laquelle nous appelons à un débat public large et intense sur cette question. Il en va de la santé des gens et il en va de la santé de nos finances publiques. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Hossan. Bonjour. Ma présence ici, en fait, découle du fait qu'Option nationale prône l'établissement ou la mise en place d'une société comme Pharma-Québec. Je remercie d'ailleurs Québec solidaire de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici avec les autres intervenants qui m'ont précédé au micro. Sur le plan fiscal, vous le savez, en ce moment, la grande question, c'est d'ici mardi, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va couper dans des services importants à la population ou est-ce qu'on va plutôt augmenter directement ou indirectement des tarifs et des taxes pour combler ce fameux trou d'1,6 milliard que le ministre Marceau répète assez fréquemment, il l'a répété aujourd'hui en période de questions d'ailleurs, alors qu'il y a des solutions. De l'argent dans le système, il en existe suffisamment en ce moment s'il est bien alloué et s'il est bien distribué dans des choses plus efficaces que, certains l'ont mentionné avant moi ici, que des coûts trop élevés, sans doute découlant d'un lobby très fort dans certains secteurs, comme le pharmaceutique. Donc, ces solutions-là, comme je le disais, existent. L'argent est dans le système. Petite parenthèse là-dessus, c'est pas du pharmaceutique, mais Option nationale n'arrête pas de répéter que si on avait un seul rapport d'impôt au lieu de 2, on sauverait un demi-milliard par année aussi. Donc, l'argent dans le système, il y en a amplement, il faut bien l'attribuer, disons. Je voudrais aussi revenir sur un argument qu'on entend souvent, à savoir que le privé fait toujours tout mieux que le secteur public. Comme économiste, on peut clairement voir que c'est pas vrai dans tous les secteurs. Entre autres, le secteur de l'administration de la santé. Les frais d'administration de santé sont 4 fois plus élevés au privé qu'au public. Donc, c'est pas vrai que quand on prend un organisme privé ou
fait privé et qu'on le compare avec un organisme public ou parapublic, le privé est toujours plus efficace. D'ailleurs, il n'y a pas que des génies dans le secteur privé, il y a des grandes entreprises magnifiques, mais la moitié des entreprises privées ne survivent pas plus de 5 ans. Il y a beaucoup d'échecs au privé aussi, donc il y a des essais-erreurs comme dans tous les domaines. Donc de dire que le privé est toujours une panacée, c'est faux. Et dans le secteur de l'administration des produits pharmaceutiques, un organisme public comme Pharma-Québec serait beaucoup plus efficace qu'un organisme privé, surtout en ce qui a trait au coût pour les citoyens que nous sommes qui payons des taxes. Je veux revenir sur ce que M. Kadir a mentionné, la force des lobbies, dont le lobby pharmaceutique. Je pense que le principal lobby pour un gouvernement, quel qu'il soit, devrait être sa population, ses payeurs de taxes, les gens qui l'ont élu, et non des groupes d'intérêts privés qui ont leur raison d'être et qui doivent présenter leur dossier au gouvernement pour les informer, mais ne doivent pas être ce qui va influencer la décision en bout de ligne. Et dans le secteur pharmaceutique, on peut craindre un peu qu'il soit un peu trop puissant, ce lobby-là. Et d'ailleurs, j'ai été un peu surpris de la réponse du ministre Hébert ce matin, qui traitait d'extrémiste une idée comme celle d'implanter Pharma-Québec. À ma connaissance, la Société d'assurance automobile du Québec n'est pas une solution extrémiste, ni la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, aussi, la Nouvelle-Zélande n'est pas un pays d'extrême gauche communiste à tout craint, ni la Suède, qui fait des pas en ce sens-là aussi, dans le sens d'un régime à la Pharma-Québec. Donc, cette réponse-là m'a un peu surpris et je me souviens très bien de mon temps au caucus du PQ. Il y a un bon nombre de mes collègues du PQ à l'époque qui étaient en faveur de l'instauration de Pharma-Québec. Donc, je vous invite à vous faire entendre haut et fort parce qu'on parle de milliards de dollars d'épargne pour les payeurs de taxes et c'est le temps de se lever là, de votre caucus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a certainement de la place pour des questions? Oui, une à la fois, oui. M. Hébert a dit que un peu dans le système actuel de mélange de privé et public atteindre des économies que vous prévoyez. Qu'est-ce que vous dites à ça? Pourquoi ça n'est pas fait déjà, si c'est vrai? En tout cas. C'est exactement la question qu'il faut poser à M. Hébert. Il a été prouvé, ça fait depuis 1998 qu'on a l'assurance médicaments privé-public et on constate que les cotisations dans le régime privé augmentent sans cesse. Les travailleurs et les travailleuses doivent payer, même les travailleurs précaires. J'ai nommé dans le rapport, dans la politique, le livre blanc qu'on a déposé pour une politique pharmaceutique publique, on démontre, exemple à l'appui, à quel point ces dépenses peuvent être annuellement élevées jusqu'à 600 $ pour un travailleur, une travailleuse à temps partiel qui travaille 20 heures par semaine. Alors que le coût total pour le plus haut cotisant dans le régime public ne dépasse pas les 600 $. Autrement dit, comme vient de le mentionner Jean-Martin Haussan, la démonstration est faite que la partie privée de l'assurance médicaments est inefficace, coûte non seulement 4 fois plus cher en termes administratifs, mais coûte très cher en cotisation pour les cotisants, en plus pour générer des profits, en plus de générer des inéquités dans l'accès aux médicaments. Mais au-delà de ça, c'est la question du coût des médicaments. Ça fait 15 ans qu'on a cette politique du médicament dans lequel, soi-disant, les pharmaceutiques nous promettaient les meilleurs prix et les emplois. On a perdu 3000 emplois en 5 ans. Et pour la politique du meilleur prix, on va repasser parce que les compagnies pharmaceutiques RxD ont des ententes secrètes avec l'Ontario, la Colombie-Britannique et d'autres provinces canadiennes comme la Saskatchewan et insistent pour que les ententes soient maintenues secrètes pour ne pas offrir les mêmes réductions au Québec. Et vous avez parlé d'une influence d'un lobby. Est-ce que c'est ça votre analyse, c'est que M. Hébert... Je ne comprends pas autrement, M. Doherty. M. Hébert, je le rappelle, pendant des années s'est impliqué avec d'autres médecins comme moi, au début des années 2000, dans la défense du système de santé publique. Une des conclusions les plus unanimes de tous les acteurs sociaux actuellement, dans le domaine de la santé, tous ceux avec lesquels M. Hébert a collaboré toutes ces années, et que la règle de 15 ans, c'est inutile, ça ne protège que des profits pour les pharmaceutiques multinationales, ça ruine notre système. À titre d'exemple, juste en 2011, c'est 200 millions de $ que ça nous a coûté pour rien. Et l'autre chose unanime, c'est l'assurance médicaments universelle. Or, il s'est levé en chambre aujourd'hui pour défendre la règle des 15 ans et l'assurance médicaments universelle. Comment puis-je expliquer un tel revirement autrement que par l'influence énorme des pharmaceutiques? Les pharmaceutiques corrompent les démocraties occidentales. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le rapport soumis au président français Nicolas Sarkozy en 2011 par un député médecin
et par le directeur de l'Institut Necker à Paris. C'est la conclusion de l'ancienne directrice du New England Journal of Medicine. C'est la conclusion lorsqu'on sait que juste l'année dernière, il y a eu 9 milliards de dollars d'accusations criminelles et pénales aux États-Unis par le gouvernement américain pour les False Claim Act. Et sur les 9 milliards, les pharmaceutiques dépassent en total, là, ils ont plus que la moitié de ces accusations, au criminel ou au pénal, pour de la fausse représentation et pour de la fraude. Et on parle de Pfizer, on parle de GSK, on parle de toutes les multinationales qui, aujourd'hui, au Québec, prétendent, avec la politique du médicament, servir l'intérêt du Québec. Peut-être, si je peux me permettre une autre question, est-ce qu'il y a peut-être une inquiétude du public parce que il y a certains produits comme les produits d'oncologie surtout qui sont très très chers. Est-ce qu'un système public pourrait payer ces produits? Absolument. Si on ne perd pas des milliards de dollars d'argent en avantages indus de non-pharmaceutiques, une partie de ça peut être utilisée pour offrir sur un mode compassionnel plus de médicaments lorsqu'il s'agit de sauver des vies. Ce dont on se prive actuellement. Le système a besoin d'oxygène, le système a besoin d'argent. Or, cet argent-là est mal alloué, est alloué pour protéger le profit de multinationales au lieu de protéger la vie de nos patients cancéreux. Merci. Merci beaucoup. Merci.